Alors j'ai décidé de vous présenter, de vous représenter pour certains, l'intégralité de ma démarche des 7 ans d'immersion. Je vais passer un peu rapidement sur le début, pour ceux qui suivent déjà mes photos depuis longtemps, pour pas que ce soit redondant. Mais je vais quand même réexpliquer ma démarche à l'origine, jusqu'à il y a encore presque un mois, j'étais en Islande. Pourquoi je me suis lancée dans cette expérience d'immersion dans la nature? Donc au départ, je travaillais dans l'informatique pendant 7 ans, et puis je me suis posé beaucoup de questions, et au bout de 2 ans de réflexion, j'ai décidé de tout quitter et de faire une reconversion professionnelle d'éco-interprète pour sensibiliser à la nature. Et puis de recherche de projet en recherche de projet, j'ai voulu aller plus loin. Et finalement, je me suis posé la question, mais quel est mon lien personnel avec la nature? Et pour le trouver, j'ai décidé de partir à nouveau, et je me suis immergée seule en hiver dans les Vosges. C'est comme ça que tout a commencé. Alors, ce fut les premières images. Et depuis le début, finalement, j'ai toujours été attirée par les conditions climatiques difficiles, par le mouvement de la nature qui est vraiment fascinant, les contrastes entre des lumières poétiques et les forces de la nature. Après, très très vite, j'ai voulu partir dans les grands espaces. Alors, la première année, ce fut en Laponie suédoise, et puis très rapidement en Norvège. La Norvège, ça m'a donné vraiment une respiration différente par rapport au temps et à l'espace, et ce fut le début d'une métamorphose. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, ou pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai voulu vous mettre une carte quand même pour vous montrer d'où je suis partie, où je suis allée. Hop. Donc les Vosges, ça se trouve ici. Pour chaque voyage, je pars en autonomie avec mon véhicule aménagé. Et donc pour la Norvège, ben voilà, je fais tout ce parcours-là, hop, jusqu'ici. Voilà. Je vais vous parler de différents endroits. Je vais vous parler d'un endroit qui sera assez marquant, qui est Hardangervidda. Je vous le localise tout de suite pour que vous puissiez suivre dans les images. Et puis l'Islande se trouve ici. Donc je suis partie en Islande là cette année pendant 3 mois, et l'année dernière durant 2 mois. Voilà, les premières images de terrain, en plus les premières et quasiment les seules, puisque aujourd'hui je pars seule, donc il n'y a plus de photographe pour me prendre en photo. Et cette première année, je pars avec Jean-Pierre Fripiard en 2009, on part 5 semaines en autonomie en Laponie suédoise, avec plein d'idées en tête, plein de rêves. Et puis avec l'expérience, on va voir que du coup de passer de l'idée à la réalité, c'est un petit peu différent. J'ai gardé cette image pour vous montrer l'équipement qu'il faut avoir pour simplement vivre finalement. Donc on a besoin d'un toit, donc il y a la tente, de quoi dormir. Ça marche encore? Oui. Merci. De quoi manger, et puis le matériel photo. Le matériel photo, ça représente environ 9 kilos. Donc un sac en autonomie. Là dans le cas présent, je ne suis pas seule, donc je suis avec Jean-Pierre, donc ça représente environ 17-18 kilos. Je vous avoue que quand je suis avec un homme, je lui fais porter un peu plus. Et si jamais je suis seule, ça représente environ 22 kilos. Voilà, ça c'est pour vous mettre un petit peu les conditions de terrain, pour vous expliquer un petit peu les conditions de terrain. Puis la première année, j'étais dans mes utopies premières, et je me suis dit, on va se nourrir le plus possible de fruits, des choses qu'on fabrique. Donc oui, dans la toundra, notamment en septembre, il y a encore les myrtilles. Et puis je me suis dit, on va même fabriquer notre pain. On a fabriqué des chapatis. Bon, vrai échec, hein, parce que les chapatis, en Scandinavie, quand il pleut beaucoup, c'est très compliqué. Et puis finalement, déjà marcher sur des longues distances, être en autonomie et faire des images, ça vous prend la totalité de votre temps et votre énergie. Donc se rajouter la fabrication du pain, c'était un petit peu trop compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai allégé cette logistique. Cette image, pour vous parler du retour à l'essentiel, plonger dans ces grands espaces en autonomie, ou être tout simplement en autonomie dans la nature, même à côté de chez vous. Vous rendrez compte de vos besoins réels, de votre besoin en eau, de votre besoin d'avoir un toit, d'être en sécurité, à l'abri, et puis la flamme d'un feu.
finalement on a besoin de rien d'autre. Voilà, c'est le premier véhicule avec lequel je pars, un partenaire. C'est assez petit et je voyage avec ce véhicule pendant les 2 premières années. D'abord donc 5 semaines et l'année suivante 2 mois. 2 mois en autonomie. Alors la première année, voyager à 2 dans ce genre de véhicule, je vous dis tout de suite, on apprend à bien se connaître. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'est un passage à gué. Évidemment, dans la nature sauvage, comme par définition, il n'y a pas d'aménagement de l'homme, fort heureusement. Alors, quand on dit pas d'aménagement de l'homme, ça veut dire que quand c'est pas franchissable, c'est pas franchissable. Et puis, des rivières comme ça, il faut les passer à gué. Alors, au départ, moi qui ai grandi avec Indiana Jones, MacGyver, j'étais surexcitée, je me suis dit, oh, génial. Et puis, finalement, c'est horrible, parce que c'est quand même de l'eau glaciaire, il y a beaucoup de courant. Et là, l'air de rien, avoir de l'eau jusqu'aux genoux, on a vraiment très peur d'être déstabilisé parce qu'on a un sac qui est lourd, il y a tout le matériel qui est dedans. Évidemment, le sac n'est pas étanche. Ça, c'est vraiment mon premier passage à gué. Et aujourd'hui, dorénavant, quand je fais des bivouacs sur plusieurs jours, je prends toujours une petite claquette, une paire de claquettes très très légères parce que, quitte à passer une rivière à gué, autant se protéger le dessous des pieds, ça fait déjà un peu moins mal. Voilà, un paysage que j'ai souvent contemplé. La Scandinavie, voilà, pourquoi il y a autant de cascades, de rivières, il pleut beaucoup. J'ai vécu beaucoup de pluies torrentielles, ce qui fait que ça, c'est un peu la représentation de mon paysage au quotidien, pendant des longues périodes, souvent. Et dans ces moments-là, quelquefois, je pars pas en bivouac parce que j'ai pas le moyen de me faire sécher mes affaires, j'ai pas le moyen de me réchauffer, alors j'ai réfléchi à 2 fois. Et puis du coup, je me suis mis beaucoup à l'écriture aussi, ça a été un complément dans un premier temps à la photo. Et puis puisque je pars et je me déconnecte de tout, c'est-à-dire mon téléphone français n'existe plus, on ne peut plus me contacter, je ne regarde plus mes emails. Du coup, ça veut dire qu'on plonge vraiment à l'intérieur de soi. J'ai remis quelques images, certains d'entre vous vont les reconnaître, c'est les images de la première exposition que j'ai fait ici, Immersion dans la nature en clair-obscur, il y a déjà 5 ans, avec des rencontres animales qui ont été très marquantes. Ici, un renne sauvage tout au nord de la Suède, un pigargue. Et finalement, depuis le début, je suis attirée par ces contrastes, la recherche de ces petites étoiles, même en plein jour. Voilà, nous voilà en 2012. Alors en 2012, je fais le choix de partir pour 4 mois en autonomie en Norvège. Et voilà, j'ai fait cette photo pour vous montrer un petit peu ce que ça représentait au niveau de l'équipement. Alors je change de véhicule. À l'intérieur de ce véhicule, il y a de quoi dormir, de quoi faire la cuisine, il y a beaucoup de rangements pour à la fois le matériel photo, la nourriture et puis le matériel de terrain. Alors vous voyez que là, je pars pour 4 mois, je vais traverser 3 saisons parce que les saisons vont très vite là-haut. Et donc je pars, c'est l'été. Bon, du coup on dit vraiment au revoir à l'été parce qu'on sait qu'on va revenir, ça va être l'hiver. Et donc ensuite en Scandinavie on va arriver très rapidement à l'automne et encore plus rapidement à l'hiver. Donc vous voyez que j'ai 2 types de tentes. J'ai une pelle à neige, j'ai des raquettes, évidemment les chaussures de randonnée, des bottes, et puis beaucoup de nourriture lyophilisée parce que mon projet au départ c'était de plonger dans les montagnes de Norvège, notamment Hardangervidda, le plateau montagneux dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est le plus grand plateau montagneux d'Europe, que je connaissais déjà, mais je voulais l'attaquer par un autre chemin. Et donc j'avais prévu beaucoup de nourriture lyophilisée. Vous remarquerez aussi qu'il y a les bonbonnes de gaz. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir ce qu'il nous faut. Par exemple là, avec de bonbonnes de gaz, voilà, j'ai le gaz nécessaire pour 4 mois. Je n'ai pas de chauffage dans ce camion. Donc voilà, pas besoin d'énergie pour le chauffage. Et puis beaucoup de livres aussi, une vraie bibliothèque, parce que quand on part pour 4 mois, on a besoin de lecture, se replonger dans certains livres. Et quant à l'âne, je ne l'emmène pas, c'est dommage, il pourrait m'aider.
Voilà, mon premier bivouac à Hardangervidda. Alors je m'en souviens très très bien parce que ce premier bivouac, il a tout fait basculer, vous allez comprendre pourquoi. Et ce jour-là, il est assez spécial parce que la veille, j'avais préparé mon bivouac et j'avais mesuré le poids de mon sac. Alors évidemment, je partais avec une balance. Par contre, je me fais toute une liste de ce que j'ai et chaque élément est pesé, donc je sais à peu près à combien pèse mon sac. Là, j'arrivais à 24 kilos et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir porter 24 kilos. Donc je décide de prendre une journée de plus, de rééquilibrer mon sac et puis surtout de ne pas partir par le temps de brouillard qu'il y avait. Mais quelque chose me disait que c'était pas comme d'habitude. Donc là, je fais mon repas. Vous voyez, ça vous donne un peu aussi l'ambiance du paysage norvégien. On est souvent plongé dans la brume, la pluie. D'où l'intérêt de partir plusieurs mois parce que on n'a pas de stress. On sait qu'un jour ou l'autre, on va avoir la belle lumière. Et puis donc je rencontre quelques Norvégiens qui me proposent de manger avec eux au milieu de nulle part. Ça fait bizarre. Donc parce que quelquefois en montagne, il y a ce qu'on appelle des huttes. Donc c'est des petites cabanes d'été. Et donc il y a quelques Norvégiens qui vont dans ces cabanes d'été. Donc j'étais très surprise de voir une femme seule en montagne, encore plus une Française. Donc ils m'invitent. Et donc je leur dis non, je viendrai plutôt vous voir demain puisqu'il y en avait un qui voulait me montrer quelque chose d'exceptionnel. Donc je monte sur la montagne parce qu'il y avait une montagne que je voulais absolument photographier. Bon, vous comprenez que j'ai pas pu faire la photo avec le temps qu'il y avait. Mais je prends cet autoportrait, ce qui m'arrivait assez rarement encore à l'époque, parce que je me sens complètement libre. Je suis au début de mon voyage et je me suis dit, 4 mois, j'ai le temps de voir et ça va être vraiment super. Sauf que le lendemain, je pense que j'ai pas écouté mon corps avec énormément de fatigue et surtout je suis un Norvégien, alors les Norvégiens ça marche très vite. Lui, il ne portait pas de sac, il a proposé de porter mon sac, mais évidemment, je l'ai refusé. Et en fin de journée, je pense que je ne sens pas la fatigue de mon corps, je glisse en montagne, et là, j'arrive pas à me relever. Pas du tout, donc je ne peux plus marcher. Thomas, qui est celui qui a le pull bleu, comprend tout de suite, et du coup, il faut qu'on trouve une solution, sauf qu'on est dans la toundra, il n'y a pas moyen de me fabriquer des béquilles. Donc je lui dis, écoute, tu vas ramener mon sac jusqu'à ta cabane. Il y avait à peu près une demi-heure de marche, en marchant à la norvégienne. Et donc il me dit d'accord, je reviens te chercher. Je garde seulement mon boîtier où je fais quelques photos et quelques films pour ne pas me sentir seule. Photos et films que j'ai complètement perdus, sans explication, étrange. Et donc Thomas revient vers moi et me dit je n'ai pas trouvé de bâton évidemment. Tu pèses combien? Donc j'ai tout de suite compris, il m'a porté. Donc pendant 2 heures, j'ai été portée par Thomas et on a franchi rivière, plaque de neige et jusqu'à la nuit. Et du coup, j'ai dormi dans sa cabane. Le lendemain, il a appelé les secours. Moi, je voulais pas parce que je me suis dit ça va peut-être passer. Mais bon, c'était illusoire. Ça a pris des semaines, des mois, jusqu'à 1 an et demi pour que je récupère complètement mon pied. Donc voilà, les secours sont venus me chercher. Et puis ça a fait basculer tout mon voyage. Les 4 mois d'autonomie en montagne, du coup, le début, ça a été très dur puisqu'on ne m'a pas laissé d'autre choix que le rapatriement, de rester seule en Norvège par mes propres moyens. Donc vous devinez ce que j'ai choisi. Je me suis vraiment plongée dans l'écriture puisque les premiers jours, je ne vous cache pas, ça a été vraiment la déprime. Je ne pouvais ni bouger, ni marcher, ni conduire. Donc voilà. C'est vraiment là que je me suis mise à écrire de façon plus intensive. Du coup, je me suis mise à faire cette série qui s'appelle « Métamorphose en l'immensité du bleu ». Évidemment, je parle de la métamorphose du paysage, ce mouvement naturel sans cesse, mais aussi la métamorphose de moi-même. Et donc le rapport au temps, c'est encore plus étiré. Déjà, quand vous êtes coupé du monde, coupez-vous quelques jours, vous voulez avoir du temps, coupez-vous ne serait-ce qu'une journée ou 2 de tous vos SMS et vos emails. On est tout le temps sollicité. Vous allez voir comme le temps se rallonge. Et quand vous allez vivre autrement les choses qui vous entourent, vous allez beaucoup plus observer. Ici, je suis dans un fjord et j'aime bien parler du temps avec cette photo parce que si vous la retournez, c'est un sablier. Et donc voilà, c'est pour dire que non seulement le temps s'étire, mais votre pensée s'étire aussi. Donc j'ai pris cette image pour signifier le début de cette métamorphose. Je ne savais pas ce qu'elle allait donner, mais je savais que je devais encore plonger dans cette nature. Je me suis mise à faire des photos beaucoup plus accessibles,
à aller près d'une zone de lac que je connaissais au bout d'une semaine où j'ai pu à nouveau reconduire et j'ai fait des choses plus accessibles. J'ai énormément réfléchi sur le handicap et voilà, à ce moment-là, j'ai fait vraiment des choses très accessibles que n'importe qui pourrait faire physiquement. Et j'ai recherché plutôt des détails. Toujours des ambiances. Là, ici, c'est le reflet d'un nuage où il vient de pleuvoir, simplement avec des nénuphars. Voilà, j'appelle ça les nuages à bras. En Norvège, j'arrive souvent de les voir, il y a de tellement grandes étendues. Et puis, c'est souvent qu'on a une lumière rasante comme ça, magnifique, dorée, avec un nuage sombre. Dans un fjord, où le plus petit élément, c'est finalement ce qu'on voit le plus. Alors, ce n'est pas une baleine, hein, on me demande de temps en temps, mais non, c'est une petite île. Et la nuit, je suis vraiment fascinée par la nuit. Quand je vois cette image, en fait, c'est un souvenir de froid et un souvenir olfactif qui me vient à l'esprit. Souvent, je suis assez frustrée de ramener que des images. J'ai envie de prendre des sons, j'ai envie de... C'est pour ça que j'écris beaucoup et que je raconte l'environnement sonore et olfactif. En tout cas, là, je suis à la fin de mon voyage en 2012. J'arrive à remarcher, même si j'ai encore des difficultés. Et je pars pour 2 jours en bivouac, seule, en forêt de Gutulia. C'est une des dernières forêts primaires de Norvège. Et puis, je me souviens avoir suivi des traces d'élan. Et puis, quand je reviens, je fais cette image. Là, il fait moins 10 degrés. Moins 10 degrés en statique, c'est un peu froid. Donc, je me souviens du froid qui est pénétrant. Et puis cette fascination pour la Lune où j'arrive ici à la prendre parce que je me sers des nuages comme filtre naturel. Une cascade où j'ai l'impression de voir un petit peu le gris, différents visages. J'ai pris cette photo parce que souvent on me pose la question, est-ce que tu as peur? Bah oui, je suis comme tout le monde, j'ai peur. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est aller au-delà de ces peurs, de changer sa vision, d'évoluer. Et je me dis qu'aujourd'hui, on a peut-être intérêt à faire ça, parce que le monde est en changement, et on a peut-être intérêt de voir les choses autrement. En tout cas, quand on va au-delà de ces peurs, finalement, on découvre énormément de choses les plus profondes en nous, et c'est vraiment très intéressant. Et environnement, on évolue. Donc en Norvège, ce sont principalement des plateaux montagneux. Donc le dénivelé se trouve surtout au début de la randonnée, puis après vous avez des grands plateaux, principalement des pierriers et de la toundra, et puis aussi ce que j'appelle les aspire-pieds, les tourbières. Je pense que le nom est assez révélateur. Voilà, un bivouac typique, juste une tente, son sac de couchage, la nourriture, le gaz, et puis finalement, on n'a pas besoin de grand-chose, et là, toute la nature, tout le temps, tout l'espace s'offre à nous. Et puis de temps en temps, on part avec sa tente, et puis on a le plaisir de croiser une cabane qui n'est même pas marquée sur la carte. Alors là, c'est le grand luxe, du coup, chouette, je peux me faire un feu pour le soir, j'ai une sorte de petit matelas. Donc je passe la soirée dans ma cabane, puis je me dis, tiens, ce qu'il y a au-dessus de moi, est-ce que ce ne serait pas une aurore? Alors je prends une photo pour vérifier. Quand vous avez un doute entre un nuage et une aurore, il vous suffit de prendre une pause longue parce que l'appareil photo voit mieux que nous, puisqu'il peut poser plusieurs secondes, et du coup vous reconnaissez si c'est une aurore par rapport à sa couleur. Donc les aurores blanches, ça existe, mais pas avec cette forme-là. Donc là, je m'aperçois que c'est pas une aurore. C'est pas grave. Je savais pas encore à l'époque que j'allais en voir autant cette année, mais je savais qu'il fallait être patient. Voilà, encore un repas dans un refuge, avec l'éclairage à la bougie. Et là, c'est incroyable, quoi. Vous êtes à 2 jours de marche, et puis vous êtes seul dans cette immensité, avec un éclairage très doux. Quand je reviens en France, l'éclairage, ça me choque. Je me rends compte à quel point on gaspille de l'énergie. Et puis surtout, mes yeux sont plus habitués parce que voilà, je suis dehors où je m'éclaire à la bougie le soir ou alors quelques lampes. Mais quand je reviens ici, c'est très agressif, comme beaucoup de choses.
nombreux mouvements, trop de lumière. Et puis cette pollution lumineuse qui nous empêche de voir les beaux ciels étoilés, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, ça c'est l'environnement à l'extérieur. Alors là, on est vraiment typiquement fin septembre, où souvent c'est la 3e semaine de septembre où l'hiver rejoint l'automne. J'ai un repère, c'est mon anniversaire. Souvent, il neige le 19 septembre ou le lendemain. Je le vois comme un cadeau. Toujours ces lumières incroyables où on ne sait plus si ce sont les montagnes qui marquent ou les nuages. Là, c'est vraiment les nuages qui montrent la délimitation et qui redessinent les montagnes. J'ai toujours été fascinée par les mouvements plutôt que de prendre les animaux de façon naturaliste. J'ai toujours aimé ces lumières en clair-obscur. Et là, ici, c'est une harpe de reine en mouvement avec un éclairage de fin de journée, un éclairage doré. Alors ce boulot, il a une histoire. J'étais partie en randonnée sur 2 jours. À l'aller, je vois ce boulot qui est pris dans une roche noire. Il n'est pas très haut, il doit faire environ 50 cm. Et puis je me dis qu'il est drôlement courageux et qu'il a développé une harmonie pour tenir dans pas grand-chose, dans cette roche. Et puis j'ai envie de lui donner des ailes à ce boulot, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de vent. Donc quand je reviens, j'ai les bonnes conditions, sauf qu'il pleut aussi à Sceaux. Et pendant 2 heures, je vais chercher cette image, l'accord parfait entre le temps de pause et puis le vent. Et les gens me demandent souvent quel est ton temps de pause. Ben, je dis toujours ça dépend du mouvement du vent, du mouvement de l'eau. Et je parle toujours de composition avec la nature, c'est plus moi qui fais l'image, c'est la nature et moi. Du coup, ce boulot, ben, je ne sais pas si vous voyez, mais ces feuilles se transforment. Je l'ai appelé papillon doré. Du coup, ces feuilles se transforment en papillon et il peut un peu voyager. Voilà, à nouveau des mouvements. Septembre est ma saison préférée. Parce qu'on a vraiment des contrastes très forts. La nature se dépêche, elle sait qu'elle va se faire avaler par l'hiver. Et du coup, on a des choses très très belles, comme ces végétaux d'eau dorés. Et puis, toujours cette fascination pour les nuages, et qui nous prennent par surprise. Juste avant, il y avait un arc-en-ciel entier, puis des mammatus, ces nuages d'orage qui arrivent, qui se sont désagrégés, le coucher de soleil qui arrive très très vite, et là ça donne une ambiance complètement surréaliste, et pourtant elle était réellement comme ça. Voilà, là je pars en randonnée pour 2 jours, c'est le paysage que j'ai à l'aller, et puis durant la nuit il y a une tempête de neige, c'est pour vous montrer un petit peu à quelle vitesse les choses peuvent changer, donc il faut être très, très vigilant quand on part comme ça. Et puis pour la nuit, en fait, je trouve un refuge et je suis bien contente parce que on ne s'aperçoit pas trop de la quantité de neige. Il a bien neigé 20-30 cm durant la nuit avec une vraie tempête de neige, donc faire un feu, être à l'abri, ouais, ça fait vraiment partie des essentiels. Ici, c'est un glacier qui s'appelle le Snøhetta, dans le parc du Døvrefjell, en Norvège. Et là, c'est un des derniers jours pour passer ce chemin-là. Après, il neige de trop, il faut des skis. Et j'ai beaucoup aimé toujours ce contraste, ce mouvement, cette lumière féerique. Voilà, nous voilà en Norvège, mais en mars dernier. Je suis retournée en Norvège. La Norvège m'a invitée à exposer. Et puis, plutôt que d'y aller en avion, je suis allée avec mon véhicule. Je me suis dit, tiens, je vais passer quelques jours au bord de mon lac. Celui qui m'a recueilli en 2012, j'ai envie de le voir en hiver, comment il peut être. Évidemment, je m'étais un peu renseignée. Même si l'hiver en Norvège a été très, très doux, c'était pas normal qu'il soit si doux, d'ailleurs. Mais près de ce lac, c'est un des endroits les plus froids de Norvège, donc je savais que certaines nuits, ça allait descendre à moins 20 degrés. Donc là, j'y pars et puis je me dis, bon, je verrai bien comment je m'organise et je vais rester quelques jours.
Bon, la première nuit, je ne vous cache pas que j'ai eu très très froid. J'ai dormi dans mon véhicule et puis la bouteille qui était à côté de moi, la bouteille d'eau qui était à côté de moi, je l'entendais se cristalliser. Et même moi, j'avais l'impression que mon visage appartenait au monde du froid. Je crois que j'étais vraiment en connexion avec le lac. Sauf que le lendemain, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Et puis, à cet endroit, il reste un petit village où il reste une trentaine de Norvégiens à l'année. Et ben, j'ai négocié une petite chambre chez une Norvégienne contre des images. Ce qui fait que je suis restée 3 semaines à vivre à côté de ce lac, où du coup je pouvais profiter des journées, même en ayant très très froid, et je retrouvais le soir un endroit chauffé. Ce lac m'a beaucoup émerveillée, ses immensités blanches, il est entouré de montagnes et de forêts, et ça renvoie une lumière incroyable qui fait que vous êtes tout le temps bien. Et puis vous avez un paysage très épuré, ça vous épure aussi la pensée. Et donc ici, je commence vraiment à être fascinée par la glace et ses mouvements. Il ne faut pas croire que la glace elle est statique, c'est pas vrai du tout. Ce lac m'a fascinée par rapport à ses sons. Et puis ici, il y a un mouvement de glace. Alors à cette époque-là, on peut marcher un peu partout sur le lac, sauf qu'il faut faire attention à ces endroits de rencontre entre la rivière et le lac gelé, qui donne notamment ces poussées de mouvement. Là, c'est une sorte de je ne sais pas si on ne peut pas l'appeler iceberg, mais c'est une sorte de décollement de lac qui fait à peu près 3 mètres de haut, pour vous donner une notion d'échelle. Et donc un peu plus loin ici, voilà, vous avez un cours d'eau. Donc ici, par contre, c'est un endroit où il ne faut absolument pas marcher. Et puis, puisque je suis très curieuse, je me suis dit, tiens, je vais plonger ma main dans ce bloc de glace, voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc ça, c'est la photo de l'intérieur de cette glace. Un autre jour, parce qu'il faut de la lumière pour faire ce genre d'image. On a l'impression que je suis sous l'eau. Ah non, pas du tout. Et puis j'ai voulu m'approcher encore plus près. Alors je me suis carrément collée au lac. Et quelque part, cette femme habillée en rouge, elle signifiait ce qui restait un petit peu de l'humanité. Et qu'est-ce qui reste de l'humanité dans ce monde froid. Et j'ai voulu mettre en connexion mes pulsations de cœur avec celles du lac. Parce que le lac, vraiment, a une résonance comme des pulsations de cœur par moment. Quand vous marchez sur le lac et vous entendez une vibration lointaine qui vient jusqu'à vous et qui vous pénètre jusqu'à l'intérieur, je peux vous dire que vous vous sentez très très petite. Voilà, les tempêtes, c'est vraiment les lumières que je préfère. Je parle toujours de la rencontre de la force et de la poésie. Les deux combinés, c'est vraiment superbe. Des contrastes incroyables. Et pourtant, c'est comme ça. Voilà, ça c'est l'arrivée de la nuit. Vous voyez, le lac se fait recouvrir de brume. Souvent les différences de température, alors ça agit sur la glace. Du coup, l'ambiance sonore est très intéressante. Vous sentez la glace craquer. Ça fait des sons très très particuliers, pas du tout les mêmes que ceux que vous pouvez écouter en journée. Et puis vous avez cette brume qui n'est pas forcément agréable à ressentir puisqu'elle vous pénètre jusqu'aux os, mais qui donne des ambiances très, très jolies. Et donc maintenant c'est presque une tradition de faire une photo en fin d'immersion. Donc là c'est mon dernier jour d'immersion. Et je fais cette image avec mon rapport à la lumière, au soleil. Même si j'adore la nuit, le soleil, c'est comme les plantes, on en a besoin. Et puis cette énergie est vraiment très importante finalement pour le moral. Et comme je vous ai dit avec ce lac, même si les conditions étaient difficiles, jamais j'ai eu une baisse de morale parce que la lumière est tout le temps intense avec cette réflexion blanche. Alors là, je me souviens aussi, il fait très très froid. Là, j'ai mon amie norvégienne qui est la femme du ranger qui est à côté de moi et qui a 2 doudounes pour résister. Il fait moins 10 degrés en température thermomètre, mais il fait beaucoup, beaucoup moins parce qu'il y a un vent très, très fort. Mais malgré tout, je décide de garder juste mes sous-vêtements de rando et puis de me mettre pieds nus pour garder la connexion à la pierre. Et puis comme ça, on ressent bien des éléments. L'Islande, faire des énergies de transformation. Alors, donc en Islande, j'y vais toujours en voiture, en autonomie. Ce qui me fait arriver ici, par l'est, à Seyðisfjörður. Ceux qui prennent l'avion arrivent de l'autre côté, à Reykjavik.
Alors la première année, je ne connaissais pas l'Islande, alors j'ai décidé de faire un petit peu le tour, mais pas tout à fait, parce que moi j'aime bien faire les choses lentement. Alors hop, j'ai fait ce trajet-là, où je suis passée par Kjolur. Je suis quand même allée au Snaefellsnes, et puis hop, je suis redescendue par le sud, je suis allée un petit peu dans les Highlands du centre, et hop, voilà, je suis repartie. Cette année, j'ai décidé de partir plus longtemps, 3 mois, et de faire moins de distance, de me concentrer sur la partie sud, parce que vraiment, je suis tombée amoureuse du glacier. Je vais vous raconter comment s'est passée notre rencontre. Et donc j'ai fait les Highlands de l'Est, puis je suis restée ici au niveau du glacier. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait le premier mois, ça en un mois. J'ai subi un mois de tempête, des tempêtes jour après jour, je vais vous expliquer, ça a été des conditions très très dures. Puis je suis allée par là, les Highlands du centre. Je suis montée ici, je suis retournée au Snaefellsnes, parce qu'il y a des énergies très particulières là-bas. Et hop, je suis redescendue, voilà, en 3 mois. Alors juste avant, je me rends compte que j'ai oublié de vous passer une petite vidéo sur l'intensité du vent en Norvège, près de mon lac. Petit retour en arrière, et en voilà en Norvège. Cette variation de lumière était vraiment incroyable. Ça vous montre un petit peu les conditions qu'il peut y avoir, conditions de vent. Hop, bon voilà en Islande. Donc le bleu m'a pas quitté, je suis toujours fascinée par le bleu. Ici c'est une image toute simple. Au nord-est de l'Islande, des chemins sinueux, un petit peu comme dans nos vies. Des nuages incroyables, je suis vraiment fascinée par ces âmes du ciel qui déploient beaucoup d'imagination pour leur forme et leur couleur. Ici, je n'ai vraiment pas retouché aux couleurs. J'avais jamais vu des nuages aussi bleus, comme ça en pleine journée. Je suis en haut d'un glacier, en fait, sur justement la péninsule du Snaefellsnes. Ce que vous voyez, les îles, ce sont les Westfjords. Ici, dans une zone géothermale, je suis fascinée par le mouvement de la nature, ce mouvement qui finalement se répète et puis part chercher l'harmonie. Et je trouve qu'ici, la photo, elle dessine le yin et le yang. Alors ce mouvement fait pas plus de 15 cm et observé pendant plusieurs heures. Vraiment, c'était fascinant. C'est un peu comme quand on observe un feu, on ne sait pas pourquoi, on reste hypnotisé. Donc il y a beaucoup d'énergie en Islande. Ici, c'est sur une coulée de lave qui est très connue, à Krapla, qui était la coulée de lave la plus récente jusqu'à encore un an. Mais depuis l'éruption du Baba Bunga, c'est plus le cas. Donc ces coulées de lave, elles fument encore. Et je me suis dit, tiens, ça peut être chouette de retourner en fin de journée à cet endroit.
C'est un endroit qui est assez touristique et puis finalement, en fin de journée, qui est le moment le plus intéressant au niveau de la lumière, il n'y a plus personne. Je suis toujours très surprise. Faites laisser la nuit ou dans des moments coucher de soleil ou des moments de brouillard, finalement vous vous retrouvez seul avec les meilleures ambiances même pour vous. Kjarkingafjöll, cette image pour vous montrer que l'Islande, quand on parle de terre de feu et de glace, c'est vraiment le cas. Ici, vous avez la présence de glace et puis vous avez aussi les fumerolles, tout se côtoie. Montagne de rhyolite. Donc là, on est dans les Highlands du centre. Voilà, toujours à cet endroit, prendre le temps d'observer. Et puis finalement, c'est même plus nous qui faisons l'image, c'est l'image qui vient à nous. Et on n'est jamais seul, il y a toujours des visages un peu partout, dans les pierres. Voilà, ça c'est les Highlands de l'Est, qui sont pas particulièrement photogéniques, mais justement en Islande, il y a beaucoup de tourisme. D'ailleurs, c'est devenu un gros souci. En Islande, il y a 300 000 habitants et il y a 1 million de touristes à l'année. Le plus souvent, c'est un mode de tourisme que j'appelle de consommation. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est une île qui regorge de choses incroyables, de beauté, mais voilà, il suffit d'en faire une toute petite partie et on peut découvrir ses secrets. À cet endroit-là, je croise personne, sauf un Islandais qui ne parle même pas anglais, un pêcheur avec qui j'apprends quelques mots d'islandais et qui m'offre tout de suite des pancakes et un thé. Et puis on fait des rencontres sympathiques aussi. Landmannalaugar, les Highlands du centre, un site extrêmement connu, très photographié. Je décide de faire une randonnée et puis 2 jours de marche et puis finalement aucune image. Vous imaginez pourquoi, l'ambiance est assez... elle n'est pas vraiment photogénique. Alors en Islande, je ne sais pas comment en Norvège, je fais très peu de bivouac parce que je dirais que c'est plus dangereux seul, parce que l'Islande c'est vraiment la fureur des vents. Encore cette année, je me suis fait très peur. Il y a des moments où je ne tiens plus debout. Il y a des moments où je suis obligée de me mettre à genoux pour prendre les photos, où je me dis comment je vais rentrer jusqu'à mon camion. Et donc ça demande une grande vigilance. En Islande, je me déconnecte pas de tout, je garde une connexion internet uniquement pour observer 2 fois par jour la météo, puisque c'est vraiment vital. Alors vous voyez ici, j'arrive sur un endroit, donc en Islande, ici dans les Highlands, il y a beaucoup de parcs, donc on ne peut pas bivouaquer où on veut. Et donc à cet endroit, c'est déjà aménagé pour vous protéger un petit peu du vent. Alors ma tente, elle est accordée à la mousse. Et voilà, ça c'est vraiment typique à l'Islande, cette mousse verte incroyable. Par endroits, comme ici, elle fait 40 cm d'épaisseur. Donc là, il ne faut pas l'abîmer. Donc j'enlève mes chaussures. C'est très agréable au ressenti. Puis finalement, je fais l'expérience de me mettre dans une petite cavité comme ça. Et juste à côté de moi, j'ai une rivière qui est très très importante et donc qui émet beaucoup de bruit. Et finalement, je me plonge là et j'entends plus rien. Un véritable petit cocon. Les tempêtes de vent. Donc, comme je vous ai dit, en Islande, le vent peut être très important, se lever d'une minute à l'autre. Donc, il est vraiment très important d'être au courant des conditions météo. L'année dernière, j'ai traversé un ouragan par erreur. Je crois que c'est la chose la plus terrible que j'ai vue de ma vie. J'ai vu une cascade remonter, un lac, je dis toujours, j'ai vu un lac se soulever, des trompes d'eau se soulever, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Et vaut mieux pas se retrouver dans ces conditions-là. Voilà, ici, tempête de vent, de sable, c'est pour vous montrer un petit peu l'échelle, là, c'est un homme. Voilà, dans ces conditions-là, on mange du vent, du sable, pardon. Et puis je me souviens très bien, quand j'ai déclenché, j'entendais le boîtier qui faisait cric. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est pas bon.
Voilà, cette année, il y a eu énormément de tempêtes, mais j'ai décidé de rester quand même près du glacier. Alors je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, hein. Ça a duré pratiquement un mois, où chaque jour j'avais des tempêtes, des inondations très importantes. Et parce que j'ai décidé de suivre toujours ma démarche de voyage dans la lenteur, parce qu'avec justement la météo, je pouvais voir qu'au nord il faisait beau. Alors je crois que j'ai oublié de vous dire d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Merci. Je vous laisse faire. Donc là, c'est vraiment une tempête de vent, et ce qui permet d'avoir ce rendu qui s'apparente à un dessin, c'est parce que tout se soulève. Donc là, devant la langue glaciaire, donc c'est une langue du glacier du Vatnajökull. Donc les langues glaciaires se terminent très très souvent par des lagons, puisque le glacier fond et donc du coup donne naissance à un lagon. Et là, c'est à la fois l'eau du lagon. Les lagons sont principalement couleur de lait, sauf pour un lagon qui rejoint la mer et donc du coup qui est bleu, un lagon très connu. Mais ici, on a cette eau justement couleur de lait avec ce sable noir qui s'envole et qui donne cet effet. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de voir des tempêtes, on peut tout de suite comprendre que là pareil, ça souffle fort. On a à la fois des lumières très fortes, un ciel bleu qui est en train de se voiler, et puis des nuages noirs qui arrivent. D'ailleurs, à ce moment-là, je me dis c'est magnifique, mais pour comprendre la force du vent, je vais faire une petite vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, ça vous permet de voir aussi que je me fais prendre par les vagues. C'est assez impressionnant. Je me donne toujours des limites, parce que c'est très déstabilisant. Vous imaginez comment le trépied peut bouger. Bon, là, c'est moi qui le stabilise. Mais voilà, le vent, c'est vraiment l'esprit de l'Islande, c'est vraiment très fort. Et ici, je suis dans un canyon avec cette lumière de fin de journée qui essaye de le pénétrer. Ah, je pensais que ça ne marchait pas, pardon. Voilà, toujours à la recherche de ces petites étoiles de jour. Photo très simple, un moment de pluie qui arrive justement au Snæfellsnes avec une roche très très noire. Et c'est rigolo parce que je me souviens à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui m'adresse la parole. Je lui parle et puis en même temps il y a la pluie qui arrive. J'avais mon boîtier, j'ai toujours mon boîtier sur moi plus ou moins. Et j'avais le 70-200 monté sur le boîtier. Je lui dis attends, il y a une belle lumière, je fais juste 2 photos. Je fais 2 photos puis j'ai continué à lui parler. Et après j'ai vu tiens, c'est quand même pas mal. Des nuages très étirés. Il y a la pluie qui vient à notre rencontre, c'est sympa, t'imagines? Voilà, des énormes lenticulaires. Donc, je me souviens de cette journée parce qu'il faisait vraiment pas beau temps, on n'y voyait rien, et puis il y avait une éclaircie annoncée en fin de journée. Je me suis dit, bon, je vais pas bouger de mon camp de base, je vais attendre de voir ce que me raconte le ciel pour voir dans quelle direction il faut que j'aille. Puis d'un seul coup, je vois ces lenticulaires, où seulement je vois seulement la partie d'un lenticulaire parce qu'il m'a fallu monter une montagne pour les voir complètement. Et là, je monte cette montagne, j'arrive donc en fin de journée, donc il me faut redescendre assez rapidement, puis dans ma redescente, en fait, les lenticulaires se teintent de rose.
avec le coucher de soleil. Je les trouve vraiment trop beaux. Alors, je me dis, bon, bah, j'attends jusqu'à 3 étoiles, hein, parce qu'il y avait un vent terrible et c'était pas très bien de redescendre de nuit de cette montagne qui était une arête. Et forcément, enfin, j'attends quand même parce que c'est vraiment fascinant. Et puis cette forme avec ces étoiles là, je regrette pas d'être restée. Ça, c'est quand les nuages dessinent les montagnes. Là, c'est un fjord que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours un reflet parfait dans ce fjord à condition qu'il n'y ait pas de vent. Pourquoi il y a un reflet parfait? Parce que la ligne noire que vous voyez, c'est une digue de sable noir, et qui retient l'eau. Donc du coup, ça offre vraiment très souvent un reflet parfait. Les petits points que vous voyez sont des signes chanteurs. Donc cet endroit, pareil, je me souviens surtout de l'ambiance sonore, ces nombreux signes, parce qu'ils sont très nombreux, qui émettent leur chant, toujours au même endroit. Ce contraste fascinant qu'on retrouve très souvent en Scandinavie, qu'on ne voit pas forcément tous les jours, mais à partir du moment où on est tout le temps dehors, on est prêt, quoi. On n'a pas besoin de sortir de chez soi, on est dehors. Ce nuage, tel un monstre dans le ciel, quand vous voyez les petites montagnes qui sont derrière, qui font 1500 km d'altitude, évidemment, il y a aussi la notion de perspective. Ça nous remet quand même à notre place. On peut se dire qu'on n'est que poussière. Et finalement, on n'est pas plus important qu'une plante ou autre chose avec cette mise à l'échelle. J'aimais bien ces formes dessinées par cette cascade. Alors pour prendre cette photo, je passe derrière la cascade, il y a une cavité. Et puis j'ai envie d'une composition avec un oiseau et puis des nuages particuliers. Donc je fais 2 séances de prise de vue de 2 heures. Je suis complètement trempée, puis je suis mon boîtier au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais vraiment que l'oiseau soit dans cette partie de l'image et que la cascade dessine une belle harmonie. Voilà, en septembre, je décide de prendre l'avion. Alors j'ai quand même réfléchi un petit peu avant parce que je me suis dit, bon, l'avion, quand même, ça a un impact. Mais l'année dernière, donc, il s'est passé quelque chose de majeur. Il s'est passé l'éruption du Baba Bunga. Donc j'arrive en fin juillet. L'éruption, l'activité en tout cas éruptive commence aux environs du 10 août. Je ne suis pas au courant tout de suite, je suis au courant 4 jours après. Mais voilà, on ressent des tremblements de terre pendant presque 3 semaines. Moi, je ne les ai personnellement pas ressentis, mais mes amis de Reykjavik en ont ressenti certains. Et puis, au bout de 3 semaines, le volcan a creusé son chenal sous le glacier et donc du coup sort plusieurs kilomètres plus loin une fissure éruptive. Donc du coup, j'ai cherché à survoler ce glacier pour pouvoir voir le Baba Bunga en éruption. Je me suis dit, quand même, faut que je vois ça. Et puis, grande surprise, je suis tombée amoureuse du glacier. J'ai compris qu'un glacier, c'était pas statique, c'était un mouvement et que c'était fascinant. Ici, ce sont des fissures. Alors, elles sont bleues parce que déjà, elles sont naturellement bleues, mais en plus, avec la réflexion du ciel, où j'ai un grand ciel bleu ce jour-là, ça donne ce bleu. Le noir, c'est parce que sous le glacier, il y a énormément de volcans. Donc ça, c'est de Vatnajökull, le 2e plus grand glacier d'Europe. Et donc c'est de la cendre que vous voyez, noire. Donc un de ces volcans sur le glacier, c'est le Grytbotn. Et le Grytbotn, en fait, quand il entre en éruption, il érupte de la cendre et il laisse ses traces là. Donc des rivières sauvages qui sont pareil aux embouchures du glacier, rivières issues de la fonte des glaciers, pareil, avec cette réverbération de ciel bleu. Vous remarquerez comme on est loin de nos rivières canalisées. Ici, la nature est vraiment sauvage, donc des échelles incroyables. Ici, je suis au grand angle et j'ai même pas assez de mon grand angle alors que je suis en avion pour cadrer ces immenses rivières. Voilà, Baba Bunga en éruption, 3e semaine de septembre. Juste pour vous donner une petite notion d'échelle,
vous allez mieux comprendre après. Ici, donc, il a formé 3 petits cratères. Et ici, la hauteur de la lave, ça fait environ 100-120 mètres de haut. Donc, vous imaginez la hauteur du nuage de soufre, donc le nuage de soufre dont vous avez certainement entendu parler chez vous à ce moment-là, parce qu'il a voyagé jusqu'en Écosse et en Suède, après peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Couleur rosée, voilà, naturellement rosée, donc à ce moment-là, je peux vous dire qu'on ferme bien les fenêtres de l'avion, parce que c'est quand même assez agressif comme gaz. Voilà, ça vous montre un petit peu mieux l'échelle. Ici, c'est pas un moustique, c'est un avion. Voilà, et cette année, j'ai vécu un autre événement majeur. C'était le 2 octobre. C'était un Jökulhlaup sur le Vatnajökull. Il y a énormément d'activités géothermales et volcaniques, du coup, qui créent un réchauffement de la glace, et de temps en temps, la glace se décroche. Donc là, ça a fait une débâcle glaciaire quand même majeure, puisque c'est la plus grande observée sur la partie est du glacier depuis qu'on a des instruments de mesure, que les scientifiques ont. Et alors, vous imaginez un petit peu l'échelle, l'ampleur du phénomène. Alors là, vraiment, avec mon ami pilote, parce que depuis les vols du Baba Bunga, j'ai établi des liens avec un pilote islandais. Et donc là, je suis en lien avec Jon, mon ami pilote, et on est les premiers à survoler l'événement. Un jour avant la presse islandaise, ça a rajouté de l'excitation au vol. Et donc du coup, on doit survoler le glacier et retracer tout le chemin de cette débâcle glaciaire. Donc on survole le matin pendant 2h30, puis après le soir, où l'eau avait à nouveau augmenté. Donc pour vous montrer un petit peu, vous voyez ici, c'est... alors les Islandais sont intelligents, ils ne construisent pas les maisons et les routes n'importe où. En plus, il y a un profond respect avec les énergies de la nature. Vous imaginez bien qu'un volcan, un glacier, ça ne se canalise pas. Donc du coup, ils sont obligés de les comprendre et de les respecter. Ici, on est sur une route de montagne. Je crois que c'est la 208, mais je n'en suis plus tout à fait sûre. Et donc ici, on a 2 ponts. Alors vous imaginez que d'habitude, la largeur de la rivière qui passe sous le pont, elle a ce qu'elle fait pendant la débâcle glaciaire. Alors l'eau est... Voilà, j'ai eu une lumière quand même très intéressante pour faire ce contraste entre la mousse et puis l'eau argentée. Mais l'eau argentée est naturellement comme ça. Alors j'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais ce qui s'est détaché avec la glace, c'est aussi une grande quantité de soufre. Le matin du vol, quand on se lève, alors qu'on est à 100 km à vol d'oiseau du lieu, on sent le soufre, mais de façon très très forte. Et j'ai des amis islandais qui sont 100 km plus loin qui le sentent aussi. Donc on sentait le soufre à au moins 200 km à la ronde. Voilà, pour ceux qui connaissent l'Islande, ici c'est la coulée de lave à côté de Klaustur, Helrod. Et du coup, cette coulée de lave, habituellement, il n'y a pas d'eau. Et là, elle s'est transformée en lac. Voilà. Donc là, on vole le soir, et puis là, j'ai réalisé pas mal de mes rêves ce jour-là, où même pour la première fois, la réalité a dépassé mes propres rêves. Là, je vole avec un nuage, et puis je me retourne, il y a un double arc-en-ciel, magique. Cette lumière incroyable, avec ces rivières sauvages. Voilà, ça c'est le paysage près de la langue glaciaire. Alors on a eu beaucoup de chance parce que ça arrivait le 2 octobre, et le 1er octobre, l'hiver nous a saisis d'un coup. Je m'en souviens bien parce qu'il a fait -5 cette nuit-là, et je ne répète, j'ai pas de chauffage dans mon camion. Donc là, en fait, ça nous permet d'avoir des paysages incroyables.
avec une petite neige qui est tombée durant la nuit, la première neige. Enfin, pas la première neige, mais la première neige de l'hiver. Et donc j'ai l'impression de survoler la Lune. Et on voit là près du glacier, mais à terre cette fois. Et cette année, j'ai sympathisé avec un travailleur islandais. Et donc au début, il travaillait sur un zodiaque. Et je lui ai dit, tiens, tu peux me montrer un petit peu, approcher les icebergs. Finalement, on sympathisait, j'ai passé plusieurs jours comme ça. La première fois en août, et puis après, je suis repassée en octobre. Et dans un premier temps, pour faire des images, les conditions météo étaient très difficiles, c'était pas vraiment approprié. Mais en étant patient, les conditions climatiques au début étaient assez catastrophiques, les conditions de lumière aussi. Donc j'ai plus appris sur la glace, et puis aussi sur ces travailleurs islandais. J'ai appris sur beaucoup de choses, mais il n'y avait pas trop de possibilités d'images. Et puis après, quand on attend, quand on prend le temps, on arrive à avoir des belles choses. Donc là, c'est un iceberg qu'on approche, on est attiré par le bleu. Donc on fait très attention parce qu'un iceberg, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va craquer. Et si jamais il casse, on n'est pas très bien, quoi. C'est pour ça qu'on se déplace en zodiaque pour partir le plus vite possible. Alors, cette partie d'iceberg, ça représente à peu près, je dirais 3 mètres. Il y a encore au moins 2-3 mètres au-dessus. Ce qui est très impressionnant, c'est que quand on dit on voit qu'une petite partie de l'iceberg, ça veut dire qu'on voit juste 1/10 de l'iceberg. Donc quand vous voyez un morceau de glace comme ça qui fait 5 mètres, vous en avez presque 50 en dessous, sous vos pieds. L'aurore, elle arrive toujours par le nord. Alors une aurore, c'est une éruption solaire qui met environ 4 à 5 jours à entrer dans l'atmosphère, à rejoindre la Terre. Et du coup, selon la pénétration dans l'atmosphère, elle va donner différentes formes et différentes couleurs selon son intensité. Voilà, ici, c'est un ciel comme il est rarement possible de voir en Islande, sans nuages, avec la Voie lactée. Et là, c'est le phare de Dyrolé, pour ceux qui connaissent, avec donc l'alignement de la Voie lactée et puis cette aurore vraiment magique. On a l'impression de vivre un moment d'éternité. Voilà, la danse du ciel. Ici, on est plein sud, donc ça veut dire que l'aurore est très intense. Donc l'aurore arrive par le nord, souvent elle commence par former un arc auroral, et puis après les atomes s'excitent, ils se déforment, et hop, ça propage dans le ciel. Ça donne des formes différentes. Ici, on est quand même orientation sud, et un soir de pleine lune, la pleine lune, c'est quand même une pollution lumineuse, entre guillemets, forte. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'arrive à figer le mouvement de l'aurore, donc une vitesse assez rapide, avec la pleine lune. Donc, ça veut dire qu'on est en très forte intensité. Dans un canyon au milieu des Highlands. C'est juste magique parce que ce canyon est très impressionnant, très profond. Et on sent très fort les énergies, celles de la rivière qui se jette dans le canyon. Voilà, ce canyon éclairé par la pleine lune, il n'y a pas d'éclairage artificiel. Et alors, les aurores boréales, on est beaucoup plus haut en altitude que les nuages. Il faut savoir que les plus hauts nuages qui existent se trouvent entre 8 et 16 km d'altitude. Et donc, selon les couleurs, on peut comprendre aussi l'altitude de l'aurore. Donc là, on est sur une activité aurorale très très forte. Et quand on voit des rideaux comme ça, violacés, on est à une hauteur de 500 km d'altitude. Voilà, ça s'appelle une explosion aurorale annoncée. C'est quand c'est juste au-dessus de vous. Vous avez l'impression que le ciel va vous prendre. C'est un peu la main du ciel. Et ça, c'est quand les aurores sont plus forts. Et surtout, se trouvent juste au-dessus de vous. Une petite étoile filante pour faire un vœu. Allez-y, je vous laisse le temps. Mais si un petit peu de pollution lumineuse parce que je suis juste à l'aérodrome. Voilà, c'est le 2 octobre justement, la journée où je
je survole le Yokulo. Les vols ont été très très intenses, très physiques, et je prends le temps de décharger toutes mes images. Je prends pas le temps de manger, et puis je jette un petit œil dehors quand même de temps en temps. Alors les Islandais sont un petit peu blasés sur les aurores, ils en voient souvent. Je dis à Youn, tu regardes quand même de temps en temps s'il n'y a pas une aurore dehors. Puis à un moment donné, j'arrête mon ordinateur, je me dis bon, je sors 20 minutes, je sens qu'elle va arriver. Et pendant ces 20 minutes-là, elle a été très très forte. Et puis je lui ai montré la photo, il est tout de suite sorti, mais l'aurore était partie. Voilà, ça c'est la forme d'aurore la plus impressionnante que j'ai observée, ça s'appelle le voile. Et puis surtout, j'ai observé pour la première fois cette couleur. Voilà, rouge-rose. Ça veut dire qu'elle rentre dans l'atmosphère jusqu'à son point le plus bas, 80 km d'altitude. Ah, ça c'est une photo de l'année dernière que je rêvais de faire, je l'ai pensé très longtemps, et puis j'ai attendu 4 jours pour les bonnes conditions climatiques. J'ai failli la rater parce que c'était une journée épuisante, les lumières étaient tellement belles qu'elles ne m'ont pas laissé le temps de manger, du matin jusqu'au soir, et là il est environ 1h du matin, et je remballe mon matériel, je me dis bon bah tant pis, j'aurai pas cette photo que j'attendais tant, j'ai tant rêvé, et puis au moment où je remballe le matériel, parce que je voyais l'éruption le reflet de l'éruption du Baba Bunga, c'est ce qui est en rouge, donc là vous avez le glacier, le reflet de l'éruption. Puis à ce moment-là, il y a une aurore magnifique qui se met en place. Oh, et mince, j'ai emballé mon trépied. Donc la grande concentration, hop, je recampe le trépied et je fais quelques photos, pas beaucoup, moins d'une dizaine. Et donc il y a cette image avec ce mouvement d'aurore en réflexion. Je voulais absolument associer, quelque part nous relier, signifier l'univers, puisqu'on est sur une éruption terrestre avec une éruption solaire. Je trouvais ça assez magique. Voilà, des vagues rouges parce qu'au départ je me dis mince, je fais une erreur, je mets mon camp de base près d'un port parce que ce que vous voyez ici ce sont les îles Westman et ils éclairent pas, ils éteignent pas leur éclairage non plus la nuit. Et je dis mince, ça c'est une pollution lumineuse, je vais m'en mordre les doigts si je fais des photos. Et je commence à faire une photo par erreur, souvent c'est comme ça aussi. Puis je me rends compte, tiens ça fait des vagues rouges, plutôt sympa. Et puis ce que vous voyez ici, la petite astre, ici c'est la lune. C'est la lune rose qui se couche. Et ici c'est pas un coucher de soleil, c'est les lumières des îles Westman. Et puis c'est en regardant mes photos après que je me rends compte que en fait il y a quelqu'un qui nous observe là, dans le ciel. Alors je vous parlais de métamorphose. Là c'est une image que j'ai faite il n'y a pas longtemps, en ascendant 2 images qui ont été faites en Islande. Donc c'est la fin de la métamorphose, c'est 7 ans d'immersion en solitaire où la connexion avec la nature a été toujours de plus en plus grande et c'est pas une connexion à la nature, finalement on est la nature et ça nous donne une grande connexion aux éléments mais aussi aux autres. Alors j'ai voulu vous partager les aurores, non pas par des images parce que ce qu'il y a de plus beau dans les aurores ce sont leurs mouvements. Alors à chaque fois qu'il y avait une aurore photogénique, parce qu'elles ne sont pas toujours photogéniques, et que j'ai pu le faire, j'ai fait des séries photos en me disant je vais leur montrer le mouvement de l'aurore en faisant un timelapse. J'ai traité ces séries. La photo d'aurore c'est un petit peu technique et dès qu'il y a trop de nuages, on peut plus. Il y a des choses qu'on ne peut plus gérer, donc il y a beaucoup de photos qui sont irrécupérables. Mais j'ai quand même traité certaines séries et puis je vous ai fait un petit montage où j'ai travaillé avec Stéphane Vetter, qui est un des spécialistes des aurores boréales. Si vous aimez les aurores, je vous conseille d'aller voir son site. On a travaillé pendant 2 jours et 2 nuits non-stop avec des boules caisses la nuit pour ne pas entendre tourner les ordinateurs dans le traitement d'images. Et voilà, ça donne Aurora Spirit.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, histoire de faire une boucle, donc voilà quelques secondes au pays des fées, là où tout a commencé, dans les Vosges. Et finalement, de comprendre les choses, il n'y a pas d'autre façon que de les vivre. Alors si vous souhaitez accompagner dans une immersion dans les Vosges, je donne encore cette année 3 stages cet hiver, fin janvier et début février. Si vous voulez avoir des informations sur ces stages, voilà, je suis encore ici en fin de conférence. Et puis cette série qui s'appelle Métamorphose dans l'immensité du bleu, si vous souhaitez avoir une dédicace. Voilà, je vous remercie.